Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour la rétrospective de la semaine. Nous allons commencer par une note triste, comme vous le savez. Mukubwa Chabani est décédé et Info7 et toute la rédaction de Congo Web Télévision profitent de l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille Chabani, Gabriel Chabani, et à toute sa famille. Bonjour Dédé Mopassa. Bonjour madame. Est-ce que vous connaissez Mukubwa Chabani? Oui. Un mot Pas par peut-être Mukubwa comme tel, mais les Chabani, principalement le patron du Congo Web. Et ça, c'est son père qui est décédé. Voilà. Donc, si vous voyez le fils, ce que vous comprenez, c'est dont le papa a investi. Okay. Et pas seulement pour Chabani fils et tous les autres, ses amis et tout le reste. C'est un papa qui était très ouvert pour les autres. Voilà. Dédé Mopassa, c'est Mou, hein? Mou. M-U. M-U. Oui. Dédé Mopassa, donc comme vous le savez, il est député national de la circonscription d'Idiofa dans le Kwilu. Et c'est avec lui, mesdames et messieurs, que nous allons passer ce 1h20 pour décortiquer les temps forts de l'actualité. Mais je commence quand même par vous attaquer, Mopassa. Je peux vous appeler. Moi, j'aime bien les noms, Mopassa. Vous êtes d'Idiofa, vous êtes du Kwilu. Et on vous reproche, vous, d'avoir négligé cette province. Quand on compare avec d'autres provinces, quand on compare avec le Maniema, on compare avec le Grand Katanga, on compare avec le Congo central, les élites, entre guillemets, les hommes d'affaires du Grand Bandundu à l'époque, ont négligé leur propre province. Et aujourd'hui, le Kwilu est parmi les provinces les moins nanties, la moins riche de la République démocratique du Congo. Vous vous sentez responsable, coupable de cette situation? C'est d'abord faux, cette assertion. C'est une fausse assertion. Parce qu'il faut savoir quel est le rouage de la gestion de l'État, de la République. Ce n'est pas parce qu'un fils du Kwilu ou du Diofa peut être à la tête de la République qu'automatiquement il doit travailler que pour ça. Nous avons eu Mouzitou, il a été ministre de la République, premier ministre de la République. Il n'était pas premier ministre du Kwilu. Tout ce qu'on prend comme mesures, c'est des mesures d'ordre général. Mais comment sans vous interrompre, Mopassa, mais Matata fait autre chose. Matata a construit des universités chez lui, Matata a construit, il arrange les routes chez lui. Bon, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous voulez? Que Ilukamba, au jour d'aujourd'hui, s'aménage à ranger Congolo. En quoi il sera premier ministre de la République? La République produit, d'abord, ça produit quoi exactement et où est la production de la République? Les Kwilu participent à combien dans le budget de la République? 0,0 et quelques. S'il faut aménager le Kwilu, c'est que ça va dépendre de la production qui vient au niveau national. De la caisse de péréquation. Alors maintenant, pour le faire, l'État a réfléchi, le législateur a réfléchi pour créer la caisse de péréquation qui ne fonctionne pas encore. C'est là le premier problème. Mais pourquoi le Kwilu ne produit pas? C'est parce que dans l'ensemble... Mais nous étions une terre agricole. Mais non, on n'a jamais été une terre agricole à la manière de manioc, de pommes de terre. Non, pas du tout. Nous étions industriels, agro-industriels. Nous avions des usines. Exactement. Chez nous, il n'y a pas de paysans qui cultivent, qui peuvent faire 10 000 tonnes de... Non, c'était des débrouillards, mais nous avons les kalaki, soit des chauffeurs, des mécaniciens, des magasiniers, ainsi. Et c'est ça la classe intellectuelle qui a envoyé les enfants à l'école. On n'a pas les enfants de paysans qui ont eu des champs, 10 000 hectares ou 5 000 hectares, comme ça se trouve ailleurs. Non, il n'y en a pas. Fermiers, en fait, il n'y en a pas. On n'a jamais eu ça. C'est parce qu'on avait des plantations de l'huile de palme, on avait le VIA, on avait le café, on avait le punga. Et ça, c'est à dimension industrielle. Et ça, c'est tombé en faillite. Oh là là. On n'a pas renouvelé et nous sommes dans le débrouillardisme maintenant. Et quelle est la responsabilité de l'État? C'est planifier d'une manière générale le plan de développement de la RDC et ne pas toucher le leadership des individus qui vont favoriser leur village illégalement. Parce que quand vous vérifiez tout ce que vous parlez de Tata, chapeau pour lui, s'il peut le faire en tant que Premier ministre, tout ce qu'il a gagné comme argent pour son compte, d'accord. Mais si c'est pour le compte de la République, malheur à lui. Parce qu'il n'a pas fait les choses correctement. Quand tu définis 1000 écoles, sur l'école, tu construis 500 chez toi, par exemple. C'est pas correct. C'est pas correct. Alors, il ne faut pas applaudir ce genre de choses. Mais en ce qui concerne le Bandundu, les grands Bandundu, effectivement, on a un petit problème parce qu'on est soucié de la République. À chaque fois qu'on accède à ces postes,
on réfléchit république. Et on ne réfléchit plus province. On réfléchit plus province. Mais avec cette décentralisation, nous avons maintenant une province. Nous devons travailler sur la province pour donner une autre vision à la province pour que ça participe maintenant à l'économie comme jadis. L'économie nationale. Député national, c'est déjà la rentrée parlementaire, mais on m'a soufflé à l'oreille que, ça c'est vraiment une question de curiosité avant d'entrer dans le fond des sujets, que la loi Minaku Sakata risque de réapparaître lors de cette session budgétaire. Vrai ou faux? Ça n'a jamais disparu. Sur le plan réglementaire, il y a une façon de faire pour faire disparaître une loi. C'est à la plénière qu'on peut rejeter une loi. Mais la plénière, ça n'a jamais été discuté. On n'a jamais discuté à la plénière. On a accepté la loi, normalement. On a fait passer ça à une commission spécialisée, qui est la PAJ. Ils ont examiné, pendant qu'il y avait des bruits, c'était en plein examen dans PAJ. Et PAJ a voté ça. On a remis ça au bureau. Et le bureau va programmer maintenant pour passer ça à la plénière. C'est à la plénière maintenant qu'on va voter pour voir l'opportunité, pour voir si ça réunit. Et d'ailleurs, c'est bien tombé parce qu'on revient de vacances. Chacun de nous, je pense, a discuté avec l'opinion, en a parlé. Et nous avons vu l'attitude des magistrats jusque-là. Ça nous rattrape un peu là. Est-ce qu'on va comparer? Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'indépendance dont on parle, c'est dans le sens de la loi? Est-ce que les auteurs de la loi se sont exprimés suffisamment? Et toutes ces choses-là, on va les gérer. On ne va pas le faire parce que c'est venu des intellectuels ou de la saveur de tel coin pour les soutenir tribalement ou de tel parti. Ce n'est pas une loi FCC. C'est une loi Sakata et Minaku. Dernière question, session de tous les enjeux, parce qu'on a vu Kabila la semaine dernière, il a fait le buzz, comme on le sait. C'est la session de tous les enjeux. Mupasa, voilà. Oui, les enjeux par rapport à la présence de Kabila au Sénat, ou les enjeux parce que c'est budgétaire, et que le budgétaire c'est un défi. Sa présence aussi a impacté un tout petit peu, beaucoup de gens se sont posés des questions, moi je sais pas. C'est la première fois qu'il s'est présenté au Sénat. Moi je ne sais pas quel est le problème autour de ce monsieur. Je ne comprends jamais. Notre misère doit être résolue dans nos institutions comme nous travaillons. Nous devons nous battre pour combattre la pauvreté. Ce dont vous reprochez ici. Moi, je ne sais pas autour de lui quel est le problème. Il a une vision, il a un groupe politique. Nous sommes dans un régime démocratique, de contradictions. Et il respecte la loi. Il est sénateur à vie. Et quand il y a l'ouverture, il est aussi corps constitué par l'ordonnance qui décrète les anciens présidents de la République. À l'ouverture des événements, il peut se présenter comme tel. Comme le chef de l'État aussi peut l'associer dans d'autres voyages sur le plan international. Par exemple, sur ce sommet de Goma, il pouvait l'associer aussi pour venir avec lui. En tant que corps constitué, il a continué avec lui et il discute le problème de la République. Qu'on efface un peu, je ne sais pas, tous ces problèmes manipulés par les politiques autour des individus, qui du reste, ils ont des saveurs de bienfaits. Mais là où ils ont mal fait, c'est peut-être par ignorance ou par ces erreurs. Ça arrive à tout le monde. Nous allons aller au Katanga, mesdames et messieurs. Ce samedi, vous le savez, nous nous sommes réveillés avec des mauvaises nouvelles qui nous provenaient du Grand Katanga. Il y avait l'entrée, ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en Ituri, l'entrée des Bakata Katanga en pleine ville de Lubumbashi. On a eu le bilan, le FRDC a donné les bilans. Et j'ai avec moi quelqu'un qui a vécu là-bas au Grand Katanga. Et aujourd'hui, on ne comprend pas comment cette région paisible, entre guillemets, c'est vrai qu'à un moment, dans les années 79, je crois, il y a eu les 2 guerres du Chaba. C'est vrai que ça a toujours été une région assez tumultueuse, mais il y a quand même eu un laps de temps où c'était assez calme. Mais on ne comprend pas cette résurgence de la violence dans cette province, dite province cuprifère. Premier élément, mesdames et messieurs. Au total, plus de 200 éléments de milice Bakata Katanga ont paralysé les activités dans plusieurs avenues de la ville de Lubumbashi ce week-end. Des machettes à la main, banderoles rouges sur la tête, ils ont été vus à l'entrée de la ville en passant par la route Kasenga, en plein centre-ville. Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Fulbert Kunda, explique. Le 25 septembre 2020, vers 16h, heure locale, tentative d'évasion à la prison de Kassapa avec dégâts matériels importants. Incendie des blocs, cellules et le bâtiment administratif par les prisonniers
et il y a eu mort d'homme. Tentative qui a été déjouée par les forces de l'ordre. Vers 23 heures, heure locale, les Mai Mai Bakatakatanga, déjà infiltrés dans la ville de Lubumbashi, se sont regroupés dans la périphérie de la commune annexe à partir du golfe Faustin, ont progressé vers la ville avec comme intention de prendre le centre-ville, la place Moïse Tshombe, la poste et la station de la RTNC Lubumbashi. Estimé à plus ou moins 200 personnes, avec les armes AK-47, calibre 12, machettes, flèches et autres armes blanches. Ils ont été empêchés par les forces de l'ordre d'accéder au gouvernorat de province. C'est hors la loi se dirigeront vers la place Moïse Tshombe qu'ils vont investir vers 1h du matin. La milice était accompagnée des femmes et enfants scandant des slogans sur l'autonomie et l'indépendance du Katanga. À noter que la situation est sous le contrôle des forces loyalistes, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déployées à travers la ville afin de sécuriser la population. À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suit. Du côté des assaillants, 16 neutralisés, plusieurs blessés, 13 capturés, 7 armes récupérées, plusieurs flèches et machettes, des effigies de Gédéon Kyungu Mutanga et un drapeau de Mira. Du côté ami, donc du côté loyaliste, 3 morts, dont 2 policiers décapités et un élément FARDC tué par balle. 7 blessés, 2 jeeps touchés par balle, une autre jeep saccagée et 3 armes ont été emportées. Il n'y a pas eu de dégâts collatéraux signalés auprès de la population civile. Ceux qui sont en errance ou en débandade sont poursuivis par les forces gouvernementales vers la route Kafoubou, Golfe Le Battant. Les autres se sont dirigés vers la route Likasi, route Kasenga. L'autorité politico-administrative, à savoir le gouverneur de province, rassure toute la population et lui demande de rester sereine, de se calmer et de dénoncer toute personne suspecte auprès des forces de l'ordre. Dédé Mupassa, vous avez vécu au Katanga. Moi d'ailleurs, personnellement, je pensais que vous étiez d'origine katangaise. Est-ce que vous comprenez les velléités de sécession du Katanga? Parce que depuis 1960, on nous a toujours rabâché les oreilles, permettez l'expression, que le Katanga aimerait être autonome, indépendant même, puisqu'à un moment, il y a même eu sécession du Katanga. Jusqu'à aujourd'hui, ces velléités existent. Oui, hein, ça existe. Ça existe pas seulement pour les Katanga, ça existe pour beaucoup de coins qui sont dans la logique de la production. Quand vous avez un coin qui est riche, où il y a la production, et qu'il n'y a pas de retombées directes à sa population, il y a ce genre de manifestations. Les richesses minières, il faut préciser. Il n'y a pas que minières, il y a aussi pétrolières, il y a des richesses aussi. Donc, de faune si et tout je ça. vois bien, Dédé Mupassa, C'est la redistribution des richesses qui pose problème. si je vois les provinces qui sont assez riches, Nanti. en guillemets, Oui. Nanti, nous prenons le Kivu, Ok. on prend l'Ituri, aussi, Oui. il y a de l'or. Qui n'est pas encore produit correctement. En fait. Correctement. Mais il y a d'autres qui participent déjà dans la Le production. Congo central, Exact. elle a toujours eu aussi quelques velléités Exact. avec le pétrole. Les Kasaï, mais pas le Kwilu. Le Kasaï a déjà eu sa Aussi. sécession avec Kalonji. Allons-y, oui. Mais j'avais le Kwilu, hein. Même le Les Grand Kwilu Bandoudou aussi Les avait Grands des Bandoudou, sécessions. on a manipulé parce qu'il fallait les hommes qui pouvaient Moulélé à aller l'époque, accompagner. Moulélé a mobilisé les hommes pour accompagner ce dont avait ses velléités. En fait, tout c'est un problème de la redistribution Des richesses. des richesses. Et la redistribution des richesses au niveau national et au niveau international. Parce que tous ces gens qui se sont promenés là, vous avez vu les drapeaux. Ces drapeaux n'ont pas été faits à la main. Ça, c'est Donc il y a une main noire, il y a une main noire ou des mains noires derrière. Il y a des mains noires, nationaux tout ça. et internationaux. Qui veulent Ça, toujours il faut la mettre sécession du Katanga. Mais on ne comprend pas, puisque Gédéon Kyungu
parce qu'on a dit qu'on a vu ses effigies, et c'est peut-être lui le principal commanditaire. On a cité, selon nos sources, il y a Gédéon Kyungu et le général, mon Dieu, c'est lui qui est cité là, le nom m'échappe, mais ça viendra, voilà les aléas du direct. Il y a un général aussi, dont le nom est cité. Mais pourquoi on ne parvient pas à arrêter Gédéon Kyungu? Mais non, Gédéon a déjà été arrêté. Relâché. Et il a relâché, pourquoi? Parce qu'il y avait l'amnistie. Parce que on ne pouvait pas arrêter à Goma, à Ituri, de l'autre côté, et on le insère dans le gouvernement. On le sert dans le rang de nos forces armées, et quand pour les cas de Gédéon, ou les cas de Mbouddouya Congo, on le met en prison. Il faut une politique générale. Il y a eu une... Alors, mais maintenant, ils ont fait la paix avec Gédéon, et le gouvernement avait décidé un certain nombre de choses, de rendre pour Gédéon. Il a fait 2 ans, 2 ou 3 ans dans la ville. Il n'y avait plus ce bruit. Il n'y avait pas ce bruit. Et aujourd'hui, sa femme pourquoi, était en prison ici, ses adeptes étaient en prison, ils sont sortis, il était logé là. Ça fait 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, pourquoi ça reprend? Pourquoi Mais ça reprend parce qu'il a fui d'abord là où il était. Le gouvernement n'a pas respecté les clauses. Un type comme Gédéon qui a bloqué tout un coin de développement à Mitouaba, on appelait ça triangle de la mort. Effacer cela, c'est réunir le Katanga. Parce que laisser ça comme ça, c'est couper le Katanga, du Katanga même d'abord à l'intérieur, et des autres provinces, principalement les Kasaï. Mais on ne peut pas faire une économie de l'intérieur en empêchant ces gens. En attendant, il y a mort d'homme à chaque fois qu'il y a passage dans ces triangles. Dans la Constitution, la vie humaine est sacrée. Et ça doit être protégé par le gouvernement. On a reproché, il y a une organisation nationale, la ZADO pour ne pas le citer, qui a fustigé l'incompétence, entre guillemets, moi je ne mâche pas les mots, des services de sécurité. Parce que comment, à chaque fois dans notre République, il y a des rebelles qui entrent comme ça, comme un couteau dans du beurre, et on n'est jamais au courant de ça, on ne fait que réagir. Les autorités congolaises ne font que réagir. Ils n'anticipent jamais les événements. Non, c'est facile de dire ça. L'État agira à plusieurs niveaux. Okay. L'État agira à plusieurs niveaux. Azado voit seulement ce qu'il voit là. On ne le met pas dans le réunion de la NER ou dans nos services de sécurité. Ils ont des informations. Ils savent à quel moment ils peuvent agir. Mais c'est vrai, quand vous êtes dans une guerre type, ce genre de guerre-là, on peut vous surprendre. Quand on a cassé les 2 buildings des États-Unis d'Amérique avec Ben Laden, c'est la grande sécurité du monde. Mais ils ont été surpris. Donc ça peut arriver aussi. Mais minimiser chaque fois l'État dans ses efforts, c'est pas correct aussi. Du point de vue de la justice. Mais réclamer que la vie humaine des individus doit être protégée comme la mission de l'État a révolu, ça il faut le faire. Mais en ce qui concerne notre ami Gédéon, ce qui s'est passé, je pense que les gens sont en train de comparer avec l'entrée des rebelles de Ituri. Exactement. Ils sont entrés, ils sont sortis, on les a accompagnés. C'est ça, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais pourquoi ici, les gens disent qu'il y a eu usage excessif ou disproportionné de la force? Vous même dévancé, vous avez mis l'eau dans la bouche. Donc pourquoi en Ituri, les gens se posent la question? On les a carrément accompagnés avec les camions de l'armée, on a vu les images, ils sont ressortis calmement. Mais pourquoi pour les Mbouddouya Congo, on les massacre, pour au Katanga, on les tue comme des mouches, permettez l'expression, parce qu'on a vu les images, il y a eu vraiment tout ça. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Moi, je pense que c'est provocateur. On veut quelque chose pour les Katanga. On veut soulever cette population. Pour l'intérêt de qui, je ne sais pas. Le gouvernement doit être prudent dans la manière d'agir. La stratégie de l'Ituri, c'est une bonne stratégie. On a sauvé les vies humaines. On a identifié, on a des pourparlers avec ces groupes rebelles. Car bien même derrière ces gens, c'est de mêmes personnes qui connaissent. Mais au moins, on peut aller vers la paix. Mais on ne peut pas aller dans la paix parce qu'il y a mort d'homme. Imaginez, vous savez encore, paix à son âme, Koya Diallo, le pauvre, il a été mis en prison pourquoi? Pour le massacre de Lubumbashi qui n'a jamais existé. Pour un seul mort, un cas de mort, de décès qu'on a eu, pas même dans la cité universitaire, mais Ilobelo est décédé à Ilebo. Pour le coup qu'il a obtenu. Donc, mais Koya Diallo a été arrêté. C'est que ce régime-là sauvegardait. Vous êtes député national. Non, mais maintenant, avec tous ces tueries, pas de procès jusque-là. Depuis qu'on avait tué, je ne sais pas, au mois de mars, il n'y a pas encore de procès. Vous êtes député national. Vous proposez quelque chose, mais il y a une certaine opinion qui pense que
en voulant trop dialoguer avec ces rebelles, nous créons une sorte de jurisprudence. Parce que depuis 2001, c'est ça. Quelqu'un qui a envie d'être général, qui a envie d'entrer dans les institutions, il crée sa petite rébellion et on discute, on lui donne un poste. C'est aujourd'hui le chemin le plus court pour accéder dans les entrailles du pouvoir aujourd'hui. Non, pas nécessairement. Quand vous interrogez les accords de Sun City, parce qu'à un moment donné, on était l'agglomération de petites rébellions à gauche, à droite, ou même des grandes rébellions. Le pays était en gouffre. Mais quand on a signé le pacte à Sun City, on s'est dit, plus question d'accéder au pouvoir par les armes. C'est là-bas d'abord que la justice doit agir, à chaque fois qu'il y a ce genre de problème. Mais sur le plan politique, c'est une approche qui protège les uns les autres. Vous n'avez pas le choix. C'est une continuité de cette négociation-là. Quand on a vu les belligérants négocier et faire partie des institutions légales, alors tout le reste passe par là. Exactement. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on puisse établir un tribunal qui règle ce genre de choses. Sinon, on va perdre des vies humaines et on sera déstabilisé. Et les gens qui sont derrière ça, que ce soit en international, que ce soit en local, s'enrichissent tous les jours. Nous restons toujours à l'est de la République, Dédé Mupassa. Comme vous le savez, le président a reporté son voyage à Goma. On ne sait pas pourquoi, mais tout était fait. Il y avait même déjà une équipe d'avance qui était à Goma. Et un autre confrère nous a dit, et nous avons fouillé, qu'il y a déjà eu un décaissement d'une somme de 4 millions de dollars pour ce voyage à Goma. Et évidemment, par rapport à cette situation, le ministre de la Défense y est allé. Plus de détails, s'il vous plaît. Très attendu, c'est mardi à Goma où il devrait prendre langue avec les autorités locales sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Le président de la République n'a pas pu se rendre. Il a annulé son voyage lundi dans la soirée suite à la surcharge de son agenda. Mais pour certaines personnes, ce report est dû à la tension qui règne sur place à Goma. Selon des sources concordantes, plusieurs sympathisants de Vital Kamerhe se seraient mobilisés pour manifester à l'arrivée du chef de l'État. Ces derniers ne veulent pas voir le président de la République débarquer à Goma sans son directeur de cabinet. Pourtant, le secrétaire général de l'UNC était parti à Goma pour mobiliser tous les militants à l'accueil du président de la République. Dans cette confusion de la raison réelle du report de ce voyage, une autre raison renaît. Tshisekedi a annulé son voyage vers Goma parce que le moteur de l'avion qui devrait transporter l'équipage présidentiel avait lâché 30 minutes avant son décollage. Mais sur place à Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Karlinza Zikasivita, a annoncé que le voyage sera reprogrammé bientôt et que la population puisse garder son calme. C'est une mobilisation qui n'a cessé de prendre des ailes jusqu'au moment où l'agenda du chef de l'État s'est révélé incompatible pour son arrivée à Goma, prévue pour le mardi 22 septembre 2020. Mais les mobilisateurs n'entendent pas baisser le bras, même s'il est obligé de retourner à Kinshasa pour remplir les tâches qui sont les siennes. Sylvain Mutombo Kabinga, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, a, avant de prendre son avion, félicité la foule constituée massivement de membres du RDT pour avoir maintenu la flamme jusqu'à ce jour. La mitakuya mu délégation a pas une semaine. Notre préparé préparé à qui a été na kupita itu préparé hapa. Ipeke tashuka hapa na tutafanya mobilisation ya kafu. Mama bale balipasha kwanza formation. Samedi mnesha beba ma disposition yote. Ba jeune Frambilomba mu préparer 3 projets. Mu préparer 3 projets bancables. L'arrivée de Félix Tshisekedi à Goma a été vivement souhaitée par toutes les couches sociales du coin, aussi encouragée par la déclaration de l'Association des autorités traditionnelles. Nous, chefs coutumiers de la province du Nord Kivu, soucieux du rétablissement d'une paix durable à l'Est, saluons et encourageons la décision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir maintenu dans son agenda sa visite à Goma. D'après les sources concordantes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pourrait fouler les sols de Goma en début du mois d'octobre. Dédé Mupassa, élite de mon pays, intellectuel, donc il réfléchit, et réfléchissons ensemble. L'arrivée du chef de l'État à Goma a été médiatisée, préparée,
connu à l'avance. La date était prévue. L'équipe d'avance était là. On a vu le vice-ministre à la Défense, la population, les membres de l'UNC. Et comment, à la dernière minute, on nous dit qu'il y a un problème d'agenda? Est-ce que cela ne démontre-t-il pas qu'il n'y a pas une certaine coordination dans l'équipe du chef de l'État? Pas nécessairement. Hein. La présidente de la République a des éléments qui viennent de partout, que nous ignorons. Il peut y avoir aussi des éléments d'ordre sécuritaire et on peut décommander. Mais ce qui est important, c'est dans ces genres de sommets, il faut une mobilisation de la classe politique. Parce que vendre notre pays, c'est l'image du pays, pas seulement l'image pour flatter, pour montrer comment on est, mais c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et la diplomatie doit travailler. Parce que beaucoup de nos guerres, beaucoup de nos problèmes, ce sont des problèmes extérieurs. Donc, moi, j'encourage ce genre de sommet, mais il faut vraiment, comme vous le dites, que ça soit préparé. Et préparé, si c'est préparé au niveau du gouvernement, qui est aussi un domaine de partage entre la présidente de la République et le gouvernement. Parce que le ministre des Affaires étrangères fait partie du gouvernement. Et au niveau du gouvernement, ça va avoir une longette. C'est-à-dire ça va s'allonger jusqu'au niveau du Parlement. Et quand on dit Parlement, c'est le peuple qui va s'impliquer. Mais quand on le fait d'une manière présidentielle, ça relève du chef de l'État, de son pouvoir. On n'a pas de commentaire à faire. On n'a pas de commentaire. Mais vous avez parlé de la diplomatie dans l'image de mon pays. Je suis au niveau. Mais donc la diplomatie souterraine n'a pas bien travaillé, puisque on sait que le Burundi ne piffe pas. Permettez l'expression, je parle vraiment un français de la rue. Le Burundi ne piffe pas le Rwanda. Le Rwanda ne piffe pas la Tanzanie. Il y a des petites mésententes comme ça. Est-ce que nos équipes, nous ne savaient pas que c'est impossible de mettre le président burundais en face du président rwandais? Est-ce qu'on le sait? Non, des simples journalistes, on le sait, mais comment cette équipe ne peut pas le savoir? La diplomatie congolaise ne peut pas savoir cela. Je suis mal placé parce que vous et moi, et l'opinion qui nous regarde, risque de se dire, nous posons tous les mêmes questions. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans un plateau, de me poser des questions quand je dois donner peut-être des réponses. Okay. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons travailler notre diplomatie. Et il y a même un cadre. Il y a un cadre au niveau du Grand Lac qui coordonne toutes ces choses-là. Même chez nous, ici, il y a un frère à nous qui est secrétaire général ou responsable de ce cadre-là, qui fait des suivis, c'est pas moi, des accords. Des accords, ainsi de suite. Okay. Il devait contacter les présidents individuellement ou leurs services individuellement. C'est pour ça les ambassades ici. Alors, après seulement qu'ils pouvaient avoir des certitudes qu'ils allaient venir. Dédé Moumpassa. Les antagonistes pouvaient se retrouver sur la même table sur le leadership du président. Vous avez relevé le côté sécuritaire, c'est que ça chauffait un peu à Goma. Et cette phrase rendue célèbre, Caïn ou Abel, c'était la phrase posée. Et nous essayons de réfléchir ensemble. Parce que beaucoup disent que l'UDPS est en train de copier le modèle PPRD, diviser les partis, scinder les partis, créer des courants au sein des partis. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a une frange de l'UNC qui n'a pas obéi au mot d'ordre. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui est en train de se comporter comme le PPRD? La jurisprudence joue-t-elle même dans la fissuration des partis politiques? Je suis chef d'un parti politique. Je ne vais pas entrer dans le jeu pour faire la publicité de ces genres de partis. Je parle des choses d'État. Et on en a parlé par rapport à la diplomatie. Mais par rapport au parti, vous ne voulez pas en dire. Ça, c'est leur stratégie. Hein. C'est leur stratégie, séparer, réunir. C'est quoi votre parti? Moi, je suis dans FIDEC. FIDEC, Fonds des indépendants pour la démocratie chrétienne. Donc, vous êtes sûr que vous, il n'y aura pas quelqu'un de l'extérieur qui peut fissurer votre parti pour les intérêts de tel ou tel camp? Mais les enjeux politiques, pour les enjeux politiques. Et 100% d'abord des intérêts. Et 100% d'abord des intérêts. Mais maintenant, il faut situer ces intérêts. C'est l'intérêt de la population que vous regardez ou l'intérêt des individus qui constituent ces partis. Donc, les enjeux qui peuvent me mettre aujourd'hui, si on me dit le Kwilu va se développer aujourd'hui, pour autant que j'entre dans l'UDPS et qu'on va me donner les moyens, on va me donner tout ce qu'il faut pour développer le Kwilu, dis-moi, je fais quoi? Vous entrez carrément? J'entre le matin. Je ne veux pas attendre 6 heures, à 5 heures déjà. Vous êtes à la base. Parce que l'intérêt de mon peuple sera répondu par rapport à cela. Mais si on me dit, viens, on va te nommer X, tu quittes ton parti, tu viens ici, ça c'est des intérêts individuels. Et c'est de la bonne guerre, c'est de la politique.
on va connaître tous ces genres de problèmes. Nous allons parler maintenant de Mupasa, du statut des anciens présidents. Ça soulève toujours un débat. Vous êtes député national. Nous allons en parler un peu. Noël Tchani a relevé cela. Il a dit qu'on doit revoir le statut de chef de l'État. Est-ce que c'est votre avis aussi? Et évidemment, nous allons parler nous allons résumer le discours du chef de l'État. Ça s'est tenu en vision conférence, vous l'avez suivi. Il s'est adressé aux membres des Nations Unies. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. Certains éléments résiduels des groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, y sont encore actifs et continuent à semer la mort et la désolation. Ils s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées, mais aussi aux soldats de la paix de la MONUSCO, ainsi qu'à la population civile. Le constat établi démontre d'une manière générale que ces groupes armés disposent des moyens qui leur permettent de poursuivre leurs activités. Ces moyens proviennent souvent de l'exploitation illicite des ressources naturelles écoulées en dehors de la République démocratique du Congo, à travers des réseaux bien établis et sans aucun doute avec l'aide de certains souteneurs. Nous ne pouvons pas en effet arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui que sont ces réseaux et autres souteneurs. Je lance un appel à la communauté internationale afin que des sanctions appropriées, ciblées et efficaces leur soient appliquées. Monsieur le Président, en attendant que nous puissions nous convenir sur les contours définitifs de l'avenir de la MONUSCO sur le territoire national, le vœu de la République démocratique du Congo est de voir pendant cette période de préparation à la sortie le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FARDC afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national soit effective. Noël Tchani soutient qu'il n'est pas normal que dans un pays où plus de 90% de la population vit avec moins d'$1 le jour, qu'il est un ancien président qui touche plus de 600 000 $ le mois. Même aux États-Unis d'Amérique, le pays le plus riche, aucun ancien président n'a de tels avantages financiers. Nous sommes dans un pays où on a 90% de la population qui vit sur moins de $1 par jour. 85% de la population au chômage, et nous sommes classés par des organisations internationales comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde. Dans cet environnement-là, réserver une pension mensuelle de 670 000 $ ou une pension annuelle de 8 millions de $ à un individu qui a été chef de l'État, je pense que c'est juste trop, c'est exorbitant et ce n'est pas tenu compte de la situation financière difficile dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo. En réaction à cette demande, certains cadres du FCC l'accusent de mener un débat de la rue. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018 note qu'ils ne sont pas patriotes et ne sont là que pour protéger les intérêts de Joseph Kabila et leurs avantages particuliers. S'ils étaient des gens patriotes qui aiment leur pays, ils auraient dû évoquer la question que moi j'évoque aujourd'hui, qu'ils appellent dans la rue. C'est parce que dans les institutions au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ce sont des fanatiques du FCC qui ne pensent pas aux intérêts du pays, mais qui sont allés là-bas pour protéger et Joseph Kabila et leurs propres avantages particuliers. Quant au retour ou non de Joseph Kabila au fauteuil présidentiel, Noël Tchani persiste et signe « Joseph Kabila est inéligible et la Constitution a déjà tranché, il reste sénateur à vie ». Dédé Mupasa, regardez un peu cette caméra. Dites un peu à vos élus d'Idiofa, vos émoluments, combien vous touchez vous? Ne jouez pas la Janine Mabunda, s'il vous plaît. Dites-nous un peu combien vous touchez. Ça vous intéresse trop? Extrêmement, extrêmement. Voilà, extrêmement. je vais me permettre aujourd'hui, quand bien même ce n'est pas mon pouvoir. Vous savez,
quand vous êtes réglementé, réglementé par des lois, règlements d'ordre intérieur, par des structures, il faut les respecter. Vous ne pouvez pas prendre un engagement sur un micro quand vous n'êtes pas autorisé pour parler au nom des autres. T'aidez-moi pas ça, s'il vous plaît. Je vous demande combien vous touchez. Là, vous jouez à la Janine Mabunda, s'il vous plaît. Je vous ai dit de jouer pas à la Janine Mabunda. Non, je vais en arriver. Dites-nous simplement, je touche autant. Non, je vais en arriver. C'est un secret ce d'État ou que quoi? je vais dire, non, ce que je vais dire n'engage que moi-même. C'est là où je voulais chuter. Pour dire que je ne suis pas autorisé d'en parler au nom du Parlement. Non, je suis désolé. Madame, je suis désolé. J'ai dit ceci. Moi, je suis autorisé. entré dans le site de l'Assemblée nationale française. Tout y est écrit noir sur blanc. Exact. Mais pourquoi chez nous, c'est interdit? Si vous entrez aussi dans les sites de l'Assemblée nationale du Congo, vous allez voir cela. Mais j'étais en train seulement d'expliquer une chose pour dire, je ne parle pas au nom du Parlement, mais je vais vous dire ce que je touche. Oui, vous touchez. Moi, je touche 8 millions de francs congolais. 8 millions de francs congolais. Maurice Djigandou, donne-moi ça en dollars, s'il vous plaît. Et ces 8 millions de francs congolais, vous devez défalquer là-dedans ces suppôts. C'est un peu comme l'UNSS du Parlement. Et je me retrouve souvent avec 6 à quelques millions. Et si j'enlève les 10% du parti, donc j'ai au moins 5 millions et quelques. Maurice Djigandou, 8 millions s'il vous plaît, parce que comme ça je ne me retrouve pas. 8 millions de francs, ça fait combien de dollars s'il vous plaît? Et de temps en temps, mes participations dans les commissions, ça vous rajoute quelques petites... Vous êtes dans quelle commission? Qui dépend suivi et évaluation. Suivi et évaluation. Et dans d'autres réunions parlementaires, ça me vaut quelques primes qui des fois arrivent à 1 million ou 8 millions 500, ainsi de suite. Mais mes chers téléspectateurs, ce qui est prévu, ça fait 4 000 dollars. Ce qui est prévu officiellement devait tourner autour de 8 000 dollars, si on doit parler ainsi. Ce qui a fait que, on se retrouvant à 4 000 dollars ou 5 millions, on a posé la question où sont partis les 2 millions parce que c'était budgétisé, c'était dans la loi et on ne nous a jamais payé. Et c'est ce rappel-là qu'on s'est fait. Donc pour ça d'abord les 4 millions. Ah, c'est cette histoire de 2000 qu'on a parlé à l'époque. C'était questionné parce qu'on est sur l'ancien barème. Jusque-là, rien n'a bougé. Donc par contre, dans le budget, on a repris cela. Donc, mais ça n'a jamais été exécuté. Vous avez suivi Noël Tchani. Il était candidat à la présidence. Il s'est plaint. Il a dit, quand un Congolais moyen, un Congolais lambda a moins de dollars par jour, l'ancien président touche 600 000 dollars. Vous êtes l'autorité budgétaire. Oui. Est-ce qu'on ne pouvait pas revoir un peu? Parce qu'il dit que c'est trop. 600 000, c'est trop. C'est trop, c'est pas trop au même moment. Ok. Vous parlez explicité. De Joseph Kabila. C'est le statut des anciens chefs d'État. Voilà. On parle d'un ancien chef de l'État. Le seul qu'il est, c'est lui. Est-ce qu'on peut définir les charges de l'ancien chef de l'État? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'on peut savoir à quoi sert? Comment on parce que ce sont des problèmes de chiffres. Comment on est arrivé, comment dispatcher à 600 000 à ce montant-là? Ce serait un bon raisonnement d'un économiste. Ok, je recevrai peut-être un économiste. Par rapport à sa charge, il a quoi comme charge? Suffisant ou c'est pas suffisant? Il a l'armée, il a une milice, il a quoi pour avoir 600 000 dollars? Non, j'ai dit ceci. Vous et moi et l'opinion, il faut aller voir le dispatching. Pourquoi? Et c'est comme ça que je conseille à celui qui a parlé de Noël Tchani d'entrer là-dedans. Il dit voilà, sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentation, sur le plan santé, sur le plan, voilà les charges qu'il a. Mais beaucoup disent, c'est ce qui est trop ou pas trop. Beaucoup disent. Mais là où je peux être d'accord avec lui, c'est le fait que d'abord un pays doit avoir le SMIC. Okay. Le SMIC, c'est ce barème de salaire qui part de la production globale et le revenu par heure de travail que chacun de nous peut avoir. Excusez-moi, ça c'est une petite définition que je ramasse pour avoir la compréhension. C'est que pour arriver au SMIC, il y a des paramètres. Des paramètres. Mais ne démons pas ça. Alors, comme ça, au moins, on peut dire, quand vous êtes huissier, parce qu'il faut classifier aussi par rapport à la fonction publique de la République. À tel niveau, c'est tel salaire. Quand moi je parle de 4 000 dollars ou 5 000 dollars qu'un député gagne, vous savez, un cadre de l'INSS touche combien? Un directeur de l'INSS. Ou un directeur de SONAS. Un directeur c'est pas moi, tel service touche combien? On va dire parce que là-bas, il touche 15 000 ou 20 000 dollars avec des primes, comment un député touche ça? Il faut un cadre
réglementaire qui définit toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, on dira qui gagne plus, qui gagne moins. Dédé Moupassa, j'ai discuté... n'est pas encore défini, bien défini. Et ensuite, parce qu'il faut prendre les cadres, la production et le nombre de travailleurs. Mais nous avons toujours le problème des nombres de travailleurs aux véritables travailleurs et ceux qui touchent et ceux qui ne touchent pas. Ça, c'est encore un problème qu'il faut examiner. J'ai discuté avec quelqu'un sur le net, sur ma page La Lyon Info. On a vraiment discuté, je l'ai dit, vous avez soulevé d'ailleurs, le président Kabila n'est pas n'importe qui, vous l'avez dit. Il est un ancien chef de l'État. Donc, Kabila ne peut pas se promener comme ça, Kabila ne peut pas entrer comme ça dans une... Il est un ancien chef de l'État, donc il a droit à ces 600 000 $. Réfléchissons ainsi. Est-ce que pour vous, Joseph Kabila est un citoyen ordinaire maintenant? Parce que beaucoup disent, il est redevenu simple citoyen. Est-ce que Joseph Kabila est-il un simple citoyen? Il a toujours été simple citoyen. C'est-à-dire? Comme personne, l'enfant de sa mère et de son père, le papa de Sifa, le papa, il est simple, le mari d'Olive Lembe. Il a toujours été simple. Mais quand il a des fonctions d'État, le statut d'État, il devient président de la République par élection. Il signe son engagement comme le président. Là, il a quel Félix. statut? Ancien chef de l'État. Bon, maintenant, la loi dit, quand vous quittez le pouvoir, vous devenez ancien président. Voilà le statut que la loi vous donne. C'est ce statut-là. C'est ce statut-là qui lui colle. Qui lui colle à la peau. Oui, et il n'est pas le seul. Et tous les anciens premiers ministres, président du Parlement. Et on demande d'ailleurs de revoir aussi tout ça, parce que... Oui, mais revoir, c'est les gens, il faut avoir tous ces paramètres. Nous venons d'où, où nous sommes. Aller où, parce que tous ces montants-là, si la production avait suivi la croissance comme il faut, les social des citoyens congolais s'amélioraient, le budget du Congo, la production s'améliorait, ces montants peut-être n'allaient pas friger. Parce qu'on est en deçà, on ne produit plus, on s'enfonce et la moyenne devient maintenant au-delà. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces cris. Mais pour moi, il faut réexaminer. Et réexaminer dans le bon sens. Pas seulement pour dire, cette catégorie, on l'a donnée. Très bientôt, le président Félix sera ancien président. Et après, lui, il y aura encore d'autres anciens. Et ils vont comprendre c'est quoi la charge. J'ai aimé quand j'ai suivi le discours du chef. C'est comme si c'est Kabila qui parlait aux Nations Unies. Mais quand Kabila parlait de ça, des groupes armés, on disait c'est lui qui est à la base. C'est lui, c'est ci, il sait cela. Mais maintenant, le président est dans la même lignée. C'est un combat de tout Congolais. On doit éviter cette politisation de la question sécuritaire. C'est d'ailleurs ça. Le président a parlé des sources, accordez-moi une minute s'il vous plaît, de sources d'approvisionnement, les souteneurs. Mais pourquoi il ne les cite pas nommément? On reprochait cela à Kabila à l'époque, mais tout le monde sait qui sont les souteneurs, qui sont le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda sont les bases arrières de ces rébellions. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est la jurisprudence, ils n'osent pas citer les souteneurs? Bon, je pense qu'il est tenu par les relations diplomatiques avancées peut-être, ou les engagements à gauche qui se sont pris avec ces pays voisins. Aujourd'hui, on comprend Joseph Kabila. Aujourd'hui, on comprend Joseph Kabila. Ce n'est plus Joseph Kabila qui est le responsable de tout. Les choses de l'État au sommet n'est pas donné à tout le monde pour commenter, pour dire n'importe quoi. Nous allons maintenant parler d'autre chose. Nous allons parler de la conférence de presse de l'Azado. Nous allons parler de la plainte de l'ancien ministre de Transport, José Makila. Vous savez qu'il y a un dossier sale, permettez l'expression, de détournement de quelques milliers de dollars. Lui a rebondi, il a porté plainte pour diffamation, parce que son honneur a été touché. La diffamation, vous savez ce que c'est. Et évidemment, nous allons parler aussi du rapport Africa-CO Forum. Suite aux allégations faites par l'Observatoire des dépenses publiques contre sa personne, José Makila monte au créneau et saisit la justice congolaise contre cette structure pour notamment diffamation. En ce jour, mon client est venu déposer plainte contre les auteurs d'un rapport de l'Observatoire de la dépense publique. Nous avons déposé plainte, ça veut dire tout simplement que monsieur n'a pas voulu se rendre justice à lui-même. En déposant plainte, il voudrait tout simplement que la justice soit dite. Au-delà de l'ODEP, l'ancien vice-premier ministre de Transport et Voies de Communication a également porté plainte contre un correspondant de RFI à Kinshasa.
Dans ce cas, comme dans l'autre, Makila met en cause le non-respect du principe contradictoire. Dans un état de droit, tout producteur d'information, qu'il soit journaliste ou non, doit toujours fournir la preuve qu'il a respecté toutes les étapes lui permettant de délivrer une information fiable et juste. Et cela suppose tout simplement que l'on passe par l'épreuve du fait du contradictoire. En l'espèce, mon client n'a pas été contacté. Avant de livrer une telle information, il faut vous acquérir du contradictoire, du son des cloches de la partie visée. Ça n'a pas été fait. Il se contente de dire qu'il s'est refusé de tout commentaire. Or, c'est faux. Pour rappel, le week-end dernier, l'ODEP avait publié un rapport accusant l'actuel PCA de la SCTP de détournement de plus de 900 000 $ américains de la société Transco, l'argent qui aurait servi au financement de la campagne électorale du FCC, plateforme proche de l'ancien président Joseph Kabila. Dans ses rapports publiés par la maison Africa CO Forum, la RDC fait son entrée dans les top 10 des pays africains les plus attractifs d'investissement en 2020. Et pourtant, classé 13e l'année précédente, le pays que dirige Félix Tshisekedi connaît une évolution de 4 places et se classe 9e avec un score de 3,3%. De son côté, la Côte d'Ivoire maintient la première place avec un score de 10,1%. Elle est suivie par le Kenya avec 6,9% qui déboulonne le Rwanda qui occupait cette place en 2019. Si la République démocratique du Congo monte des 4 marches pour occuper la 9e place avec 3,3%, l'Afrique du Sud boucle le top 10 des pays les plus attractifs avec 3,2%. Signalons que ces rapports découlent des réponses des chefs d'entreprise africains qui avaient à répondre à la question de savoir quels pays africains vous semblent le plus attractifs pour investir à l'heure actuelle, et la RDC a été plusieurs fois citée. Cette position qu'occupent les pays aura-t-elle de l'impact sur l'avenir des investisseurs, tant attendu à ces jours par tous les Congolais? Certains observateurs y répondent par l'affirmative. Notons que cette étude sondage donne un aperçu de la volonté d'investissement de dirigeants africains du secteur privé. Depuis plus de 7 mois, l'ITIE n'a plus bénéficié des financements de la part du gouvernement congolais. Conséquence, les activités nécessaires à la mise en œuvre de la norme et à la réalisation des recommandations faites par le conseil d'administration de l'ITIE pour la validation de la RDC ne sont plus réalisées. La SADO étant partie prenante à l'ITIE ne pouvait pas rester indifférente face à cette situation. Pour cette organisation de la société civile, ce blocage est l'œuvre du vice-premier ministre, ministre du Budget et du ministre des Finances. La SADO accuse le vice-premier ministre, ministre du Budget et le ministre des Finances de bloquer la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo. L'ITIE contribue à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Sans cette initiative, le secteur minier et pétrolier du pays serait dans une opacité, soutient Jean-Claude Katende, président de la SADO. C'est grâce à l'initiative de transparence dans les industries extractives ITIE RDC que les informations relatives au contexte de travail des sociétés minières et pétrolières ainsi qu'aux paiements qu'elles font au gouvernement sont mis à la disposition des institutions publiques, présidente de la République, Parlement et gouvernement, ainsi qu'auprès des citoyens. À en croire Jean-Claude Katende, malgré les démarches faites par les animateurs de l'ITIE et le mise en garde des organisations de la société civile pour le décaissement rapide des fonds destinés à l'ITIE RDC, le blocage est total. La SADO demande donc au gouvernement congolais de trouver urgemment des solutions idoines afin d'éviter le pire. Dédé Mopassa, membre du FCC, parti FIDEC. On vous accuse, dans ce dossier de José Makila, d'avoir joui de l'argent de la République. FIDEC, vos sources de financement, soyons maintenant corrects, vos sources de financement. Comment avez-vous battu campagne? Où est-ce que vous avez eu l'argent? Mais bon, ceux qui connaissent Dédé... C'est pas un secret d'État. Hein, ceux qui connaissent Dédé Mopassa peuvent bien témoigner. Et ce sont d'abord des cotisations de nos membres et les appuis
C'est pas un parti mallette? Non? Vous avez combien de membres? Non, on a plusieurs membres. On a 5 députés dans l'ensemble national et provincial. Okay. On a un vice-gouverneur, Lilo Alaba, c'est l'autorité morale, Fifi Masuka. Ah, salut à vous, madame. Voilà. Je l'apprécie beaucoup. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas né de dernier oui, on s'est préparé, on sait ce qu'on fait. Ah, ok. Mais c'est vrai que nous avons le soutien des FCC, s'il faut le dire aussi, pour nous accompagner. Parce que pour les élections, c'est dans cette formation que nous sommes allés. Parce que ça montrait que c'est la formation des gagnants. Et vous avez la majorité, hein, d'ailleurs. Et on a gagné. Dans toutes les institutions. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que vous comprenez le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même certains de vos collègues qui demandent carrément qu'on puisse... comment on dit ça? Dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'ils estiment qu'il y a eu tricherie au sein de l'Assemblée nationale lors des dernières élections. Bon, tricherie, il n'y a que la justice qui peut dire toutes ces choses-là. De la présidence jusqu'au dernier niveau. Il n'y a que la justice qui peut dire ça. Aussi longtemps que la justice ne sait pas les dire, c'est difficile, vous et moi, au jour d'aujourd'hui. Je ne saurais que mon cas, le cas des autres, c'est difficile de le dire et je ne peux pas me prononcer sur cette terrain. République des juges, dit-on aujourd'hui. Est-ce que José Makila avait raison d'aller porter plainte? Parce que cette organisation, l'Observatoire de la dépense publique, dit avoir des éléments, des preuves, des éléments assez tangibles pour dire cela. Et que, bon, est-ce que c'est le droit de José Makila de répondre, de dire que c'est de la diffamation pure et simple? C'est son droit, pur et simple. Maintenant, là, nous attendons voir le juge rétablir la paix. La paix, c'est dans l'établissement de la vérité. En disant l'un, voilà, vous avez raison ou vous avez tort. Voilà, on attend voir la justice. Mais il est de droit et c'est ça qu'il faut faire. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Mais il a quand même condamné aussi un autre de nos confrères de RFI. Hein. Il a dit bon, qu'il n'est pas allé lui poser la question, mais l'autre s'est défend. Il a dit il a eu un refus de tout commentaire. Pour nous journalistes, un refus de tout commentaire, c'est une information. Quand on vous pose la question, vous ne voulez pas répondre. C'est ça l'information, il dit refus de tout commentaire. Alors, les journalistes ne sont pas intouchables. Au moins pour lui, il reproche cela. Les journalistes vont se défendre. Il va se défendre. Les choses vont se calmer. On va sur un bon terrain où chacun va répondre à ses responsabilités devant le juge. Mais aujourd'hui, on reproche assez, hein, parce que j'ai un membre du FCC, j'en profite vraiment de l'occasion, on reproche beaucoup aujourd'hui au FCC, 18 ans de détournement, 18 ans de gabégie, 18 ans de tout. Aujourd'hui, vous voulez vous laver de tout, aujourd'hui, vous vous érigez en donneur des leçons, mais vous avez laissé un pays à feu et à sang, un pays vidé économiquement, rien n'est bon, 18 ans d'une gestion chaotique. Et qu'est-ce que vous en dites, Dédé-Moupassah, vous du FCC? Est-ce que vous direz que votre bilan a été assez positif? Qu'est-ce que vous allez dire à cette population pour défendre votre bloc politique? Hormis les manipulations politiciennes, parce que quand on n'est pas encore à la gestion, il y a un langage qu'on tient. Et ce langage tient à démystifier, à donner des explications aux population du populisme, à des choses soit qu'on ne maîtrise pas ou on sait très bien ce que c'est, mais pour étouffer l'autre partie, c'est ça qu'on appelle le jeu politique. Mais entre nous, dans les 18 ans, il y a eu construction d'un pays. Quand je dis construction d'un pays, je veux dire construction d'un État. La mise en place des institutions, ça, que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, le pays démocratique est en chemin, est construit. S'il n'y a pas de plafond, mais au moins il y a des tôles. On peut s'abriter contre la pluie. Ça, c'est ce qui est d'abord important. Parce que le cadre du développement, c'est un cadre institutionnel. Quand vous avez des institutions stables et que chacun peut apporter et que les capitaux peuvent venir, ça va transformer le pays. Et les gens, les capitaux ne viennent que dans un pays bien installé sur le plan institutionnel. Mais ça, c'est grâce à Fatchi. Quand on regarde d'ailleurs par rapport à notre augmentation de 4 places pour un pays très attractif pour 2020, c'est Fatchi qui a la présidence. On a même dépassé l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est à 3,2, nous on est à 3,3. C'est pas grâce au FCC. Il faut éviter ça. Comment ça éviter ça? Chacun aura son bilan à défendre, s'il vous plaît. Le bilan à défendre. Maintenant, là, nous n'avons pas de bilan à défendre. Nous avons un pays à construire, à bâtir.
de part et d'autre. L'excuse, vous vous excusez, vous dédouanez. FCC a fait, Mobutu a fait ce qu'il pouvait faire. 1960, on a fait ce qu'on pouvait faire. Les Lumumba dont vous parlez jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait quoi pour la population? Si ce n'est que réclamer la liberté des Congolais. Mais il est mort pour nous, réclamer, quand même, pour réclamer on va vous lyncher par rapport à Lumumba. Non, il ne faut pas me prendre la parole. J'ai dit ceci. Lumumba dont nous avons besoin jusqu'à aujourd'hui de sa mémoire. Il n'a pas donné à manger à chaque Congolais. Parce qu'il avait une lutte. Et la lutte, c'était la lutte de liberté, de voir les Congolais libres. C'est de ça que je parle. C'est qu'il n'a pas fini. Mobutu a continué. Mobutu a continué. Il a eu ses failles. Et qu'on a condamné. Mobutu, pour lui, la démocratie pouvait se faire dans un seul parti. Où on avait Tatabo, Mamabo et tout ça. Et il a gagné dans l'unité du Congo. Mais maintenant, nous sommes dans la démocratie. L'unité est en train de se gélativer, de fusérer. Vous voyez, à chaque instant. Mais prenons ça dans la continuité de notre pays. Ça sera positif. Que de chercher seulement des leadership, c'est tel qui a fait. Attendons les élections. Il y a une période de campagne électorale. Moi, je vois, la campagne électorale, c'est une loi. Il y a une période, il y a des critères. Il ne faut pas que ce soit tous les jours, les gens se préparent. 2023, président de la République. On peut arrêter les gens, à mon avis. Déjà, c'est pas un problème de campagne. La campagne électorale est définie par la loi. Le faire avant, c'est pas correct. C'est vraiment incorrect. Hein. Donc voilà, moi je pense que la place que nous occupons aujourd'hui, c'est les efforts dont je vous parle. De tout un chacun. Accordez-moi une minute, parce que vous avez soulevé quelque chose de très fondamental que nous vivons aujourd'hui, c'est le tribalisme. Vous avez parlé de Mobutu, Tata Bomoko, Maman Bomoko, Ekolo Bomoko et tout ça, Parti Bomoko. Est-ce que c'était pas aussi une bonne chose? Parce qu'aujourd'hui, avec cette multitude des partis politiques, le découpage territorial qui, selon certains, ont renforcé l'ethnocentrisme, est-ce que nous ne sommes pas en train de revivre des Demopassa 1960 aujourd'hui? Ah mais oui, c'est une bonne question. On se pose cette question-là. On est en train de préparer nous-mêmes ce qu'il faut. Mais il est grand temps. Parce que le fait de décentraliser le pays n'était pas pour pousser les gens au tribalisme. On pensait qu'on était déjà construit, on a compris les choses, on peut rentrer dans ces recoins sans dégâts, mais voilà, ça paye très mal au jour d'aujourd'hui. Il faut qu'on y réfléchisse le plus vite possible. Nous, au Parlement, on réfléchit déjà. Revenir à la territoriale des non-originaires, par exemple. Même si on revient... Même pas ça. Ça, ce sera pas une... Même si on revient dans ça, le problème ici, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de la redistribution des richesses. Si les richesses sont bien redistribuées, on ne saura même pas. Les questions que nous sommes en train de parler ici, est-ce que l'opinion sait au moins que vous êtes ma sœur, des familles, des sangs, des clans? On est tribal. Est-ce que c'est de ça que nous parlons ici? Mais nous parlons des choses de l'État. Nous parlons des choses de notre pays. Si tout le monde a cette conviction, voir les choses dans ce sens-là, et surtout le partage de petits gâteaux Congo, à chaque fois quand on a les gâteaux, il ne faut pas que ce soit les gâteaux de la famille présidentielle, que ce soit le gâteau du Premier ministre avec sa famille, les gâteaux de ceci et les autres des observateurs. Ils vont se rétracter dans ce qui est facile à entrer, c'est la famille. Quand vous êtes menacé à gauche, à droite, votre premier refuge, c'est la famille. Et c'est normal. On a compris. Mais alors, dans ça, il ne faut pas qu'on détruise la tribu qui a une valeur. Je le dis toujours. Vous avez reçu Cadet ici, je pense. Moi, je suis de ceux qui pensent que notre fondamental, avant d'arriver à n'importe quelle autre structure qui nous relie, c'est la tribu. Et la tribu est située dans des aires géographiques. Et ces aires géographiques, à de la végétation, à des individus qui y vivent, il y a un développement dont on a besoin. Donc c'est pour cela, si on néglige la tribu, on néglige aussi les milieux ruraux. Merci. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la Covid qui est toujours présent dans nos murs, mais on ne sait pas trop si ça existe encore ou ça n'existe plus. Nous allons parler de l'UNPC, un peu de nous. Nous allons terminer par ça, évidemment. Nous allons parler de la création de cette structure d'investissement. Ça a créé un tollé. Beaucoup de gens ont réagi. Pourquoi ce dédoublement? J'ai avec moi un député. Nous allons terminer par cela. Cette édition est une réponse à la mobilisation sociale lancée par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo contre la COVID-19.
La 20e édition du Festival national d'Ngungu a vécu. Plusieurs personnalités du monde, tant politique, culturel, militaire et des chefs traditionnels, ont assisté à la cérémonie inaugurale. Le secrétariat technique de riposte contre la Covid-19 était également bien représenté par son coordonnateur, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, accompagné de Marie-Claire Thérèse Fouello, présidente de la commission grecque, et du docteur Isabelle Lumbu-Isangu, présidente de la commission prévention biosécurité. Cette édition, qui se déroule dans un contexte marqué par la Covid-19, appelle au respect des mesures et gestes barrières. Voilà ce qui justifie la présence des équipes de la commission grecque et des PCI dans la sensibilisation. À l'entrée du musée national, le prélèvement de la température, les lavages de mains obligatoires, en plus de la distribution de masques ainsi que de dépliants avec des messages clairs et précis sur le coronavirus. Disons que la danse est utilisée dans le FESNAG comme un instrument de communication pour sensibiliser sur les mesures barrières et inviter les participants à s'approprier la lutte contre la Covid-19. Le congrès a été décalé suite à quelques problèmes logistiques ainsi que d'organisation interne, mais qui sont déjà résolus pour sa réussite. Ce congrès se tiendra bel et bien à la ville portuaire de Mwanda, tout près de l'embouchure du fleuve Congo, confirme Kasonga Chilunde, président de l'UNPC. Ça sera du 5 au 7 octobre prochain. Je tiens à vous annoncer solennellement que le congrès qui a été décalé pour des raisons logistiques aura finalement lieu toujours à Mwanda du 5 au 7 octobre 2020. Ainsi donc, tous les délégués de nos sections provinciales seront à Kinshasa avant le 2 octobre. Le 3 octobre, nous prenons les bus escortés par la police jusqu'à Mwanda. Les invitations demeurent valables, a-t-il indiqué, avant de soutenir que les participants de ces congrès sont au nombre de 150. Tous viendront du 26 provinces de la RDC, signalant que le ministre de tutelle sera aussi de la partie pour prononcer un discours. Dans l'optique d'assurer la mobilisation et l'orientation de l'épargne nationale et de tout autre moyen financier en vue de favoriser les opérations d'investissement d'intérêt économique et social dans le secteur industriel, agricole, commercial, social et financier, ainsi que dans les secteurs des services et de l'hôtellerie. Le président de la République a décidé de la création d'une société nationale d'investissement qui agira comme une société de financement et servira d'instrument d'appui au secteur privé. Le Conseil des ministres a chargé le Premier ministre de réunir les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour entamer dans le meilleur délai, avec le concours des experts du cabinet du président de la République, des échanges avec les partenaires publics et privés intéressés en vue d'aboutir à la conclusion du contrat de partenariat relatif à la constitution de la Société nationale d'investissement, à son financement et à sa gouvernance. Nous sommes en train de chuter tout doucement, mesdames et messieurs, mais revenons quand même aux tribus. Vous avez dit quelque chose. Le fondamental, c'est la tribu. Donc, donnez-nous la différence entre la tribu et le tribalisme. Oui, mais la tribu, c'est dont on trouve. On a trouvé qui se partagent par des langues, des communications. Comme avec le festival de Gungu, par exemple. Ça, dans le festival, ça, c'est des ingrédients, des sauvegardes d'une tribu par la danse, par la chanson. Mais la tribu reste un tout qui a à son sein une façon de communiquer, que ce soit le rite, que ce soit par le langage, qui est propre à eux et qui leur donne une identité. Et tout cela, c'est dans un aire géographique. Et dans l'aire géographique, il y a des peuples, il y a des gens qui y habitent. 450 égale 1, vous acceptez cet axiome? Oui, mais 450, c'est ça la réalité du Congo, parce que le Congo, c'est une composition de toutes ces tribus-là.
Ça, c'est d'abord la réalité congolaise. Alors, ajouter une négation dans cette réalité, c'est que c'est vivre dans la négativité des constituants congolais. Qu'est-ce que je veux dire? Le tribalisme, c'est-à-dire les choix, le favoritisme, il ne faut pas tenir compte de la tribu, l'utiliser mal pour... C'est comme une machette. Il ne faut pas prendre une machette pour couper le cou des gens. Les machettes, c'est pour couper des arbres, et tu voulais faire ceci ou bien couper telle chose. C'est pareil. Mais la tribu est là, c'est fondamentalement des valeurs pour une identité, que ce soit nationale. La mise en commun de les 400 ou les 700 tribus qu'on a, c'est ça la force et la richesse. Et dans chaque tribu, il y a une richesse énorme, vestimentaire, de langage, culturel, tout ce que vous culinaire. Quand vous dites culturel, vous englobez tout ça. Et même la connaissance. Et la connaissance au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui fait la civilisation. Et c'est ça qui a donné naissance à l'université. La connaissance. Et il y a des gens qui détiennent toutes ces connaissances-là, qui sont en train de se perdre petit à petit à cause de l'attaque culturelle extérieure dans nos communautés. Et ça profite aux uns aux autres, les faibles, de croire qu'en utilisant la tribu négativement, il faut gagner la République. Et tout cela, ce sont des gens de mauvaise foi. Voilà. Quand ils ont de l'argent, ils n'ont pas la tribu. Quand on les chasse ou il y a des problèmes, ils mobilisent la tribu. Mais la tribu reste intacte. La tribu reçoit tous ses enfants. Dédé Mopassa, député national, il y a eu une confusion avec cette annonce du chef de l'État. Beaucoup ne comprennent pas. Quelle est la différence entre l'ANAPI, qui existait déjà, qui est une structure par rapport aux investissements aussi, et la SONI, parce que je crois que je l'appelle ici, Société nationale d'investissement. Parce que les gens parlent maintenant de dédoublement des institutions, chevauchage des institutions et tout ça. Est-ce qu'il y a une petite différence entre les deux? Non, mais c'est une bonne idée de le faire, mais de faire comme établissement public, peut-être pas. Parce qu'il y a déjà une structure un peu dans ce sens, le FPI. Le FPI collecte de l'impôt, constitue des moyens. On voulait même transformer ça en une banque. Il y avait une procédure. Au lieu de continuer cette procédure qui Kambing avait commencé, mais là, c'est l'arrêt, on va sur une autre chose. Le pays doit continuer dans des élans, la continuité de l'État, pour organiser les objectifs. Parce que FPI est là pour financer des projets, pour redémarrer. RANAPI, c'est pour accompagner les investissements. Étrangers ou locaux. Mais c'est la même chose par rapport à la SONI. La NAPI ne donne pas les moyens. La NAPI donne les avantages, tels que les exonérations, peut découler de la NAPI, selon que vous présentez votre cas, qui soit légitime, hein, qu'est-ce qu'on dit, que ce soit dans la loi. On vous accorde ces avantages. Légal. Alors, mais maintenant, à ce cadre-là, maintenant, si on doit créer ces plateformes encore comme établissement public, je pense qu'on devait refaire la loi des FPI pour ajouter cela dans FPI et continuer ce dont les autres avaient commencé pour la transformation des FPI, Fonds de promotion de l'industrie, qui finance effectivement mise des limites parce que la loi n'autorise pas un certain nombre de choses. Il faut améliorer cette loi. Nous allons quand même terminer avec nous, les journalistes congolais. C'est vrai que nous sommes vraiment ces derniers temps trop fustigés, trop critiqués et tout ça. J'ai un député avec moi. Est-ce que les journalistes congolais vous accompagnent dans vos activités ou les journalistes congolais des démons passés servent de marchepied pour vous? Parce que vous dites, nous sommes les porte-parole aujourd'hui des politiciens, qu'aujourd'hui les journalistes sont des souffres-douleurs, de tout ça. Quelle est l'image que vous, personnellement, élite de mon pays, député national, avez-vous des journalistes congolais? Le problème des journalistes congolais, c'est le problème des Congolais. Et le même problème des politiques congolais. Il y a combien de maisons de presse en RDC? Quelle est la loi, d'abord, qui gère les journalistes, la communication en RDC, les droits à l'information, toutes ces lois-là, les cadres? Mais moi, je pense qu'il y a des excellents journalistes, des gens de haute portée. Mais c'est vrai aussi, il y a des brebis gardées. À cause de la souffrance, à cause de moyens, ils sont derrière les politiciens. Et il y a des journalistes partisans. Alors, être partisan, moi je trouve que c'est normal, ça peut arriver, mais accepter quand même le jeu des contradictions. Mais il y a des journalistes qui n'acceptent pas le jeu des contradictions. Pour
dire si vous êtes pour X, vous passerez à mon émission. Si vous n'êtes pas pour X, vous ne pouvez pas passer à mes émissions. Vous ne pouvez pas traiter de leur sujet. C'est contradictoire par rapport au serment. Si c'est que les journalistes font dans leur alliance avec des partis politiques et refuser les autres, moi je pense que c'est contradictoire par rapport à votre engagement comme journaliste. Au moins ici, mais dans les tableaux, au moins dans ici vraiment, l'ensemble, à Info 7, nous recevons toutes les tendances ici. Oui, mais vous avez aussi de temps en temps comme un texte de Pakistanais. De parti pris. Parti pris dans le sens où vous y mettez le vôtre. Les difficultés du bus que vous avez trouvé ce matin pour venir ici au travail, vous dites ça doit être à cause de tel. Et vous le remettez au plateau. Ça, c'est lié à le journaliste, le journaliste, c'est pas que je prends notre défense, mais le journaliste est aussi un être humain. Il a des sentiments, il a des émotions. Mais par rapport à ça, le journaliste doit être vraiment comme un robot, traiter l'information. Mais il y a il doit s'écarter de ça. Mais non, il y a des éditoriaux. Ouais. C'est peut-être là où vous oubliez. Il y a des éditoriaux. Prenez Jeune Afrique. Oui, mais il y a ce que je pense. Il y a tout un éditorial d'un journaliste qui dit ce que je pense. Il faut le dire. Oui. Il faut le dire. C'est que je pense. Exactement. Et vous détaillez, ce que vous pensez. Mais quand vous traitez l'information, évitez, éloignez-vous de l'ethnocentrisme. Présentez les choses comme si ce n'était pas pour vous. Et c'est pareil aussi pour nous. Quand nous faisons des lois, il ne faut pas qu'on fasse des lois taillées sur mesure parce qu'on est victime de ceci, de l'injustice. Alors vous devez non. Est-ce que cela ne résume pas les propos de Senghor que l'émotion est nègre, la raison est hélène? Parce que nous tous, les nègres, nous sommes émotifs, nous sommes comme ça, on parle trop, on met nos sentiments, on met nos émotions. Senghor l'a bien dit, l'émotion est nègre. Ça, c'est l'être de tout un chacun. Mais quand vous accédez au poste d'État, ça, c'est ce qu'on vous demande d'enlever. Il ne faut pas en avoir. Et c'est ça l'effort. Quand vous êtes journaliste, patron d'une émission, c'est tout ce que vous laissez à la porte. Ces sentiments-là, ça doit vous éloigner. Quand vous êtes scientifique, ça doit vous éloigner. Mais de temps en temps, comme ces nouvelles cultures, comme nous accédons, nous mettons beaucoup de passion, on doit faire un effort. Mais ce n'est pas un tableau noir. Quand même, la presse a beaucoup évolué. Et ça fait plaisir. Et beaucoup contribué dans votre élévation en tant que politique. Oui, mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Merci Dédé Mompassa d'être passé à la barre. Merci en tout cas l'élu d'Idiofa. Merci à vous en tout cas pour votre participation à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Moïse Gigandou. Bon, les autres, voilà. À toute l'équipe technique et merci à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Yvette Tolo depuis Dakar, et merci à ceux qui me suivent sur ma page La Lyon Info. Merci à Stani Moujakera, merci à Pascal Moulegua, à Steve Wemby, à Steve Mbouyi et à beaucoup de gens que je suis sur Internet et qui sont principalement aussi mes sources d'informations. Et j'espère vous suivre. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Non. Oh, pour un politique quand même. Et vous communiquez comment? Moi, personnellement, non, mais c'est mes services qui... C'est les services qui communiquent et qui travaillent. Merci, on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, le dimanche prochain.